merci à vous. Merci de me donner la parole au nom de François Fillon. Il y a, et pour parler de santé, de protection sociale, mais de santé, je pense, plus précisément. Aujourd'hui, il y a souvent deux visions qui s'affrontent. D'un côté, vous avez ceux qui veulent privatiser complètement la sécurité sociale, et puis il y a ceux qui veulent sa disparition, et d'une certaine façon, ceux qui souhaitent que la sécurité sociale, c'est la deuxième vision, rembourse absolument tous les soins. Ces deux visions excessives, il y a deux piliers de financement de notre sécurité sociale. Il faut évidemment clarifier tout cela et il faut améliorer cela. On a été beaucoup caricaturé. Le programme santé de François Fillon a été largement commenté au mois de décembre. Nous avons précisé les choses depuis et je vais évidemment vous dire de quoi il s'agit. Je pense que le gros intérêt de ce qui a été dit au mois de décembre, c'était de faire en sorte qu'on place la santé un peu au cœur de la campagne présidentielle. C'est assez rare que la santé soit au cœur des campagnes présidentielles. Elle est aujourd'hui un des thèmes majeurs de cette campagne présidentielle. Et c'est une bonne chose parce que ça répond évidemment aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nous, Français, patients potentiels, et puis aussi aux acteurs de la santé qui vivent souvent des moments d'inquiétude extrêmement forts. Tout le monde est attaché à notre système de santé, on veut qu'il perdure, mais entre les déserts médicaux, les urgences saturées, les professionnels de santé qui sont souvent déconsidérés, il y a évidemment une situation qui n'est plus totalement tenable. Il nous faut un système plus efficace, plus juste, parce que sinon on ne garantit pas son avenir. Et il ne peut pas y avoir de système durable sans financement durable. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. La première des priorités, c'est de mieux soigner et de mieux rembourser. Et pour cela, il faut répondre aux préoccupations des Français, au fond aux questions que se posent les Français et construire des réponses avec eux. La première des questions, c'est comment puis-je rester en bonne santé le plus longtemps possible. Au fond, la meilleure sécurité sociale, c'est celle qui n'a pas besoin d'intervenir parce que les Français sont en bonne santé. Donc la meilleure des situations, c'est évidemment de mettre le paquet sur la prévention. Et par rapport à d'autres pays, la prévention est un peu le parent pauvre aujourd'hui du système de soins en France. On ne fait pas grand-chose et il faut vraiment faire plus que cela. On prévoit un grand plan santé à l'école parce qu'on a besoin, évidemment, culturellement, d'associer les Français aux mécanismes de prévention. Il faut remettre peut-être sur le devant de la scène une médecine qui en a un peu disparu, c'est la médecine scolaire, d'ailleurs au même titre que la médecine du travail s'est beaucoup affaiblie. Et puis, on prévoit une consultation tous les 2 ans de prévention qui permettra aux Français de suivre de véritables parcours de prévention. Cette consultation, elle peut être mieux payée. Donc on peut sortir au fond du système de paiement des médecins pour qu'il y ait un paiement plus important parce que cette consultation de prévention permet évidemment de gagner après à la fois du temps et puis aussi évidemment permet de mieux préempter les maladies potentielles qui peuvent affecter tel ou tel d'entre nous. Après, la question qui est posée aussi par les Français, c'est est-ce que je vais pouvoir me soigner rapidement quand j'en aurai besoin? C'est la question de l'accès aux soins. Et cette question de l'accès aux soins est vraiment extrêmement importante et c'est une question de préoccupation très, très importante. Les déserts médicaux, ils ne sont plus uniquement dans un certain nombre d'endroits reculés de notre pays où peu habiter, c'est évidemment partout et c'est aussi dans les villes. On prévoit 3 grandes mesures. La première, c'est de permettre aux médecins de s'installer dans les zones déficitaires en régionalisant, par exemple, le numerus clausus, en développant ce que tout le monde fait, tout le monde en a parlé, j'imagine que tous les candidats en parlent, parler des maisons de santé sous toutes leurs formes, maisons de santé pluridisciplinaires, pôles de santé, maisons intercommunales de garde, ça peut prendre des formes extrêmement différentes, mais c'est très très important au fond parce que la pratique médicale a considérablement changé. C'est une réponse importante aux déserts médicaux. C'est aussi le moyen de désengorger les urgences. On doit accélérer le développement de la télémédecine. On a beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la télémédecine. Et il faut que les actes de télémédecine soient remboursés par la sécurité sociale à un tarif adapté. Et puis, il faut vraiment creuser un sujet qui parfois est un peu polémique, qui est le sujet de partage de compétences entre les professionnels de santé. On doit décloisonner ces pratiques quand c'est possible et si, évidemment, ça n'affecte pas la qualité des soins. Autre question que se posent les Français, une fois qu'ils ont accès aux soins, est-ce que je serai bien soigné ?
Alors, il faut garantir, évidemment, à chaque Français la prise en charge par des professionnels de santé les plus adaptés aux besoins médicaux. Et c'est le développement des parcours de soins. On voit bien que sur un certain nombre de maladies lourdes, il y a des parcours de soins très bien organisés. Ce n'est pas le cas pour toutes les maladies. Il faut donc développer ces parcours de soins et décloisonner ce qui relève de l'hôpital, de la médecine de ville, voire même des structures médico-sociales. Il faut aussi déployer ce fameux dossier médical partagé qui ne fonctionne pas et permettre son appropriation par tous les professionnels de santé. On voit bien que le décloisonnement, la circulation de l'information, et j'y reviendrai tout à l'heure dans le domaine de la sécurité sociale, est excessivement important. Il faut engager la recomposition de l'offre hospitalière dans une logique d'exclusion, dans une logique exclusive de l'amélioration de la qualité des soins. Donc ce n'est pas une vision comptable, et d'ailleurs dans la santé, ce n'est pas une vision comptable qui doit prédominer. Et il faut que l'hospitalo-centrisme dont on souffre soit évidemment totalement décloisonné. La vérité, c'est que ce n'est pas nécessairement la proximité des soins qui garantit la qualité des soins. Alors, je sais bien que c'est un sujet complexe, souvent un sujet d'ailleurs polémique, un sujet de guerre sur les territoires, mais il est indispensable de rationaliser l'organisation hospitalière à l'échelle de territoire. Il y a des groupements de santé, il faut probablement aller plus loin que cela et décloisonner entre professionnels de santé l'offre de soins. Et puis, il faut une transparence totale dans l'offre de soins et dans la qualité des établissements de santé. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un certain nombre de gens initiés qui aient accès aux meilleurs soins et d'autres moins initiés ou moins libres ou peut-être ayant moins de moyens qui se feraient soigner moins bien. Il faut donc que la qualité des soins fasse l'objet également d'une communication très transparente et très contrôlée. Vient le problème du remboursement. Cette question, elle a créé polémique, la question du remboursement. Évidemment, il faut mieux rembourser. Et on voit bien que dans l'avenir, on aura de plus en plus de difficultés, si on en reste à la situation d'aujourd'hui, à correctement rembourser parce que les soins vont être de plus en plus coûteux. Donc nous devons faire en sorte que ce partage entre sécurité sociale et complémentaire soit la plus claire possible et le plus efficace possible. Et il n'est pas normal qu'un certain nombre de nos concitoyens abandonnent le fait de se soigner uniquement pour des raisons de santé. Donc on doit instaurer une association plus grande, plus importante entre des complémentaires avec une association des complémentaires aux discussions avec les professionnels de santé aux côtés de la sécurité sociale et des mesures concrètes doivent être prises pour que les mutuelles et notamment l'ensemble des complémentaires ne soient pas uniquement des payeurs aveugles et je pense notamment à l'accès à des données de santé anonymisées, ce qui est un sujet récurrent entre l'assurance maladie et le reste des acteurs de santé, et on voit bien qu'on progresse assez peu là-dessus. L'idée, c'est évidemment de mieux maîtriser les coûts, ce qui permettra d'absorber de nouvelles dépenses sans hausse de cotisation. Nous considérons que nous avons besoin évidemment des complémentaires aux côtés de la sécurité sociale pour rembourser les dépenses de santé. Et nous proposons, la première des choses, c'est de reconcentrer par exemple une offre de soins sur la sécurité sociale en ce qui concerne la prise en charge du coût des lunettes pour les enfants de moins de 16 ans. D'ici 2022, nous proposons également un remboursement intégral des dépenses de santé les plus coûteuses, là où au fond il y a le plus de renonciation ou de renoncement au mode de soins. C'est l'optique pour les adultes, c'est les prothèses dentaires, c'est les audioprothèses, mais c'est aussi l'affaire des dépassements d'honoraires. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un nouveau partenariat entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Il y a là-dessus, en dehors des remboursements des dépassements d'honoraires, il y a à peu près un reste à charge qui doit tourner entre 6 et 6,5 milliards d'euros, donc il y a un enjeu absolument considérable. Nous voulons créer, pour essayer de faire en sorte que le sujet soit correctement traité, clarifié, entre qui rembourse quoi et dans quelles conditions, nous voulons créer une agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé. Elle associerait à la fois l'assurance maladie, elle associerait évidemment les complémentaires, évidemment les acteurs de santé et l'État. Elle préciserait la frontière, le partage de remboursement entre complémentaires et sécurité
sécurité sociale. Elle contribuerait à la maîtrise des frais de gestion, qui est toujours une question qui est posée, et elle également veillerait à l'évolution des cotisations sur la base d'un certain nombre de contrats. Il faut que nos concitoyens aient une vision claire de ce qui est proposé dans chacun des contrats qui leur sont proposés. Oui à la concurrence, mais oui aussi à la concurrence qui permet à chacun de s'y retrouver, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on doit favoriser l'accès, puisqu'il y a une répartition, enfin la loi Touraine a fait en sorte qu'il y ait une répartition aujourd'hui, notamment dans le domaine des salariés avec les mutuelles et les complémentaires d'entreprise, qui ont d'ailleurs abouti au fond à un moindre remboursement des salariés, souvent par rapport aux services qui étaient les leurs. Ce n'est pas suffisamment dit et ça doit être suffisamment redit. On doit essayer de faire en sorte qu'en ce qui concerne les seniors, les personnes âgées, il y ait un développement de l'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire. On voit bien que le volume de cotisation souvent est très inaccessible pour un certain nombre de nos concitoyens. La deuxième priorité, ça c'est la priorité qui est l'idée de mieux soigner et de mieux rembourser avec un système assez différent mais qui respecte évidemment notre pacte social et notre pacte républicain. La deuxième idée, c'est qu'il faut valoriser les acteurs de la santé. On doit protéger la qualité de l'exercice libéral. C'est des principes fondamentaux, on doit le dire et le redire, parce que c'est aussi un sujet extraordinairement polémique, mais on doit revenir, nous semble-t-il, sur le plafonnement du remboursement des dépassements d'honoraires, qui ont fait en sorte qu'en réalité, on rembourse moins bien nos concitoyens. Donc c'est l'affaire des contrats responsables, ou de la nouvelle génération des contrats responsables. Et puis nous voulons supprimer l'obligation d'appliquer le tiers payant. On donnera plus d'autonomie aux établissements hospitaliers pour améliorer leur efficacité, notamment dans la gestion du personnel, dans les conditions de travail du personnel, et on garantira toute la place qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus aujourd'hui, mais qu'ils méritent aux établissements de santé privés. Il n'y a pas d'un côté le public et le privé, il y a une offre de soins, et encore une fois, nous voulons décloisonner cette offre de soins. La troisième priorité veut dire qu'on veut garantir la pérennité de notre système de santé solidaire. Ça veut dire qu'essentiellement, il faut faire des économies. Alors tout ce que je viens de dire amène à des économies, car la dépense supplémentaire, c'est la dépense de la non-qualité. C'est la non-qualité qui coûte cher. Ce n'est pas le problème des professionnels, ce n'est pas le problème du fait qu'on soit bien ou mal soigné. C'est l'idée que sur un système aussi important et qui coûte aussi cher, c'est évidemment la non-qualité. Il n'est pas question que ce soit des mesures de rabot comme on fait lorsque, au fond, on rend un système illisible. Donc il faut là-dessus faire en sorte que le combat contre la non-qualité aboutisse à un équilibre de notre système d'assurance maladie. 4 milliards d'euros de déficit en 2016 pour l'assurance maladie, c'est évidemment trop et c'est irresponsable. Nul ne peut penser, personne dans cette salle, je pense, ne peut penser qu'on doit mettre à la charge de nos enfants aux générations futures le coût de notre propre santé. Donc il faut rompre avec cela. Donc on veut ramener l'assurance maladie évidemment à l'équilibre d'une façon pérenne. C'est à peu près 20 milliards d'économies sur les 5 ans qui viennent. Ça veut dire que l'ONDAM, il doit pas dépasser, il doit être inférieur à 2%. C'est possible. Le gouvernement a un peu lâché les chiens sur les 2 dernières années. Il a réussi à respecter un ONDAM à peu près correct sur les dernières années, mais pas évidemment sur cette dernière année. Et il faut donc ralentir la progression des soins. Ça nécessite une modernisation. J'ai évoqué des axes forts de modernisation. Les 20 milliards, c'est 20 milliards d'efficience. Quand vous regardez ce qui est fait à côté ou dans d'autres pays, l'OCDE a fait un certain nombre d'études plutôt bien faites, on s'aperçoit que ces 20 milliards qui sont moins de 10% des dépenses d'assurance maladie, dans beaucoup d'autres pays, c'est évidemment beaucoup plus d'économies qui sont réalisées, le coût du gaspillage ou de la non-qualité étant très important. Je prends des exemples, on a essayé de les développer dans un document plus large, mais je le prends volontairement assez vite. C'est évidemment améliorer la coordination des soins, je l'ai évoqué, pour éviter de faire par exemple le fait qu'il y ait plusieurs actes médicaux de même nature pour un même patient, simplement parce qu'il y a un cloisonnement total entre les uns et les autres. C'est vrai pour les radios, c'est vrai pour les analyses biologiques, c'est vrai pour beaucoup de sujets. Il y a des examens inutiles, redondants, et ça coûte évidemment très cher. Le dossier médical partagé, il devait répondre à ça. Aujourd'hui, il faut pousser, au fond, le fait qu'il soit mis en place. Il faut diminuer les recours injustifiés à l'hôpital.
Ça coûte cher, en particulier aux urgences. Vieux sujet. Quand on ne sait plus où aller, on va aux urgences. Tout le monde fait ça. C'est évidemment pas acceptable. Donc il faut des solutions alternatives. J'ai évoqué tout cela. Il faut probablement, à un moment donné, redéployer sur d'autres sujets les lits qui aujourd'hui sont trop nombreux aujourd'hui en France, alors qu'on n'a pas de lits de gériatrie suffisants, ou on n'a pas de maisons de garde suffisamment développées autour des établissements de santé. Donc il faut une offre hospitalière et une offre hospitalière complémentaire qui soit plus importante. Il faut faire en sorte que les patients prennent correctement leurs médicaments. Le mauvais recours aux prescriptions coûte extrêmement cher, coûte cher directement et indirectement par les pathologies qu'il peut provoquer. Des chiffres ont été mesurés par nombre de rapports et ce sont des montants extrêmement importants. Il faut réduire les soins redondants ou inutiles. Le juste soin est quelque chose d'extrêmement important et le rôle de la HAS est extrêmement fort dans ce domaine. Nous voulons supprimer l'AME, évidemment faire en sorte que quand on est en France, on doit pouvoir être soigné, ça va de soi, personne ne dit le contraire, mais pas de cette façon-là et pas à ce prix-là. Et puis faire en sorte qu'il y a certainement des frais de gestion qui sont injustifiés. Il y a une chasse à la bureaucratie partout. C'est vrai dans les grandes entreprises, mais enfin ils font la chasse, mais c'est vrai aussi dans l'administration, mais c'est vrai également dans l'administration globalement, générale, à la fois des complémentaires et de l'assurance maladie, une chasse à la bureaucratie qui coûte très, très cher. Et puis une fois revenu à l'équilibre, il faudra maintenir cet équilibre. Et pour maintenir cet équilibre, il faudra mettre en place ce qu'on appelle en général une règle d'or, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une interdiction de déficit des dépenses de santé, parce qu'il n'y a aucune raison que ces dépenses ne s'équilibrent pas. Et donc les variables qui permettent de les ajuster, une fois que le système est réformé, elles doivent pouvoir être mises en place. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est ce projet de modernisation, nous semble-t-il, assez large, assez lourd, qui respecte les acteurs de santé, qui met les acteurs de santé au cœur du système, mais évidemment aussi l'idée de mieux rendre les soins au juste prix, qui nous permettra de sauver, surtout de faire durer notre système de santé et certainement d'offrir dans l'avenir de meilleurs soins à l'ensemble de nos concitoyens. Tout cela évidemment avec une industrie pharmaceutique auquel on doit pouvoir croire. C'est absolument incroyable comme cette industrie pharmaceutique, elle passe son temps à être critiquée ici ou là, alors que évidemment la souveraineté d'un pays, elle est financière, la souveraineté d'un pays, elle est évidemment en matière de défense, mais elle est aussi dans sa capacité alimentaire ou dans sa capacité en termes de santé. Avoir des industries de santé qui imaginent les molécules de demain, les traitements de demain, c'est évidemment indispensable pour notre pays. Donc il faut soutenir évidemment tout ce qui concerne l'innovation et tout ce qui concerne ces industries de santé auxquelles on est attaché et qui font une bonne part de la santé de demain des Français. Merci pour votre attention. Merci Éric Woerth. Je vous propose de me rejoindre ici, si vous voulez bien, pour quelques questions, avant qu'un autre débat ne commence dans cette dernière partie de notre après-midi. Alors, vous avez évoqué effectivement la question du remboursement de l'intégralité des lunettes, des audioprothèses, des prothèses dentaires. Comment cela peut-il se passer en relation avec les professionnels de santé libéraux que votre candidat représente d'une certaine façon ? Oui, enfin, tout le monde représente tout le monde. Moi, je crois à l'exercice libéral, mais je crois aussi au fait qu'à partir du moment où il y a un remboursement, il y a évidemment une économie derrière, et que cette économie, elle doit tourner, donc la concurrence doit jouer à plein. Mais c'est assez différent selon la nature des choses. En ce qui concerne l'optique, il faut aller plus loin, certainement, notamment dans la définition du type de lunettes, de verres, de montures qui pourraient être remboursées, prises en charge à 100%, avec un partage plus clair entre l'assurance maladie qui rembourse très peu et les complémentaires qui remboursent beaucoup, et le patient, enfin c'est pas un patient, enfin en tout cas la personne qui doit porter de nouvelles lunettes, il y a un reste à charge très important. C'est le reste à charge sur l'ensemble de l'optique des prothèses dentaires ou des prothèses auditives, c'est plus de 6 milliards d'euros. Donc il y a bien à un moment donné un renoncement aux soins. Et c'est ça qu'il faut essayer de combattre. Alors après, est-ce que ça débouche ? Ce partage, évidemment, c'est un partage qui doit aller plus vers le monde des complémentaires, puisque la sécurité sociale a abandonné beaucoup de remboursements là-dessus. Pour aller
plus dans le domaine des complémentaires, il faut limiter quand même l'augmentation des cotisations. L'idée, ce n'est pas d'avoir une explosion des cotisations. Eh bien, il faut travailler à un modèle économique, faire en sorte que les prix soient plus tenus. Il y a parfois des prix qui sont plus importants que dans d'autres pays européens, nettement plus élevés que d'autres pays européens. Et il faut définir la qualité de ce qui doit être remboursé à 100%. Puis si vous voulez plus, vous payez vous-même. Et ça nécessite de le faire avec tous les professionnels de santé. Vous êtes face à un public de petites et de moyennes mutuelles qui ont visiblement beaucoup souffert ces derniers temps, et en particulier justement avec la question de la loi Leroux, la généralisation des contrats collectifs. Qu'est-ce que votre candidat et qu'est-ce que votre camp souhaite faire dans ce domaine-là ? Est-ce que vous allez revenir sur ces questions-là ? Les contrats collectifs, en tout cas, on va revenir sur l'idée des contrats responsables qui ont plafonné les remboursements et qui font qu'aujourd'hui, des gens sont moins bien remboursés qu'avant. On a nombre de témoignages, voilà, un peu partout en France, où au fond, les gens s'aperçoivent qu'ils étaient, de toute façon, ils étaient couverts, et ils étaient mieux couverts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Il faut donc revenir sur la notion même de contrat responsable. C'est une fausse idée d'avoir une vision malthusienne des choses. Dire que c'est parce qu'on empêche le remboursement qu'on consommera moins de soins. C'est une vieille idée. Ça tourne partout, dans tous les bouquins, il y a toujours cette idée-là. Chaque fois qu'un gouvernement, parfois de droite d'ailleurs, chaque fois qu'un gouvernement a essayé de mettre en place cette idée, ça ne marche pas. Donc il faut pas, c'est pas cette idée-là qui vaut. Ce qui vaut, c'est que le soin soit juste, qu'on ne procède pas 2 ou 3 fois aux mêmes examens pour la même personne. Donc voilà, c'est ce que je disais, un décloisonnement total de l'offre de soins entre le privé, entre le public, entre la médecine libérale, l'hospitalier. Il faut qu'il y ait un décloisonnement. Et puis, il faut un partage également des soins. Probablement, les pharmaciens ou les infirmières peuvent faire plus de choses aujourd'hui qu'elles n'en font. Qu'est-ce que, évidemment, d'autres sujets ont été abordés pendant cette campagne de François Fillon, mais une des questions qui lui a été posée, c'est cette idée selon laquelle il pourrait favoriser les entreprises assurantielles et les assurances privées par rapport justement à ce public de mutuelles que vous avez en face de vous. Enfin, c'est pas parce que j'ai des mutualistes en face de moi non, que je dis pas en général en fonction des publics. C'est sûrement un grand défaut, mais vous ne changez pas de discours à chaque fois. Démagogie particulière. Non, mais alors mais je crois que c'est un faux procès qui a été fait. C'est pas le seul, si j'ai bien compris l'actualité, mais c'est un faux procès qui est fait à François Fillon. L'idée n'est pas d'avantager telle ou telle institution, les assureurs contre les mutuelles, les grandes mutuelles contre les petites mutuelles ou les moyennes mutuelles, l'assurance maladie contre tout le monde. C'est une très mauvaise façon de voir la France. On a suffisamment de sujets pour s'écharper. Moi, je suis assez respectueux de l'idée qu'il y a 2 piliers, je l'ai dit, 2 piliers de remboursement. Simplement, ces 2 piliers, ils doivent se parler plus, ils doivent être de plus en plus rationnellement organisés, et l'offre de soins, c'est-à-dire la protection qui est offerte dans chaque contrat, doit être extrêmement claire pour les Français. En face de ça, il y a une cotisation, mais le Français, il sait exactement ce qu'il a à payer. Donc, il n'y a pas du tout la volonté d'avantager tel ou tel assureur. D'ailleurs, je ne vois pas comment le président de la République pourrait le faire, et c'est vraiment pas la question. L'idée, c'est pas de bouleverser le système de soins. Les Français sont très attachés au système de soins. Toute modification radicale apparaît comme un recul ou comme une marche arrière. On va être moins bien soigné et en plus on paiera plus. Non, l'idée elle n'est pas celle-là, c'est d'offrir les meilleurs soins à tout le monde. C'est à peu près le cas dans beaucoup d'endroits, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on demande de la transparence sur la qualité du système de soins, et on demande aussi une transparence dans la nature des remboursements et la répartition du remboursement. Mais on sait bien qu'il est difficile de faire dialoguer entre eux et les professionnels de la santé et les assurances privées et les mutuelles, les grandes et les petites, etc. Comment un gouvernement, vous avez été membre de plusieurs gouvernements, Éric Woerth, comment un gouvernement, quels moyens a-t-il pour pouvoir justement obliger ou dire il faut faire une grande conférence sociale sur la santé qui permettrait justement de mettre tous les acteurs en discussion autour de cette question-là? On a reçu, à mon avis, on a la seule équipe candidate à l'élection présidentielle, on a reçu une centaine d'acteurs de la santé. On a fait 100 rendez-vous avec les acteurs de la santé en janvier et début février. Donc on a vu beaucoup de monde, on a essayé d'aller au plus loin possible au niveau d'un président de la République, pas au niveau d'un ministre de la Santé. Donc on est bien dans une élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses qui devront être évidemment précisées et j'en ai bien le sentiment. Mais je pense qu'on est ceux qui sont allés les plus loin dans le domaine de la précision au niveau d'un président de
République. On a prévu, alors on poursuivra cette discussion. Donc une fois le président de la République élu, et si c'est François Fillon, je peux m'y engager, si c'est quelqu'un d'autre, je ne peux pas m'y engager, on poursuivra évidemment sur la base d'une conférence de santé qui réunira à nouveau tous les acteurs pour définir précisément la nature du plan. Mais j'ai d'ores et déjà dit, je l'ai dit rapidement parce qu'on avait très peu de temps, mais j'ai parlé d'une agence qui permettra, alors je sais bien que c'est, on peut me dire, c'est une agence de plus, il y en a ras-le-bol, c'est encore de la bureaucratie, peut-être, mais enfin il faut bien des lieux où on puisse discuter. Et ce lieu n'existe pas vraiment, qui est un lieu où on va discuter de la répartition des remboursements, de la répartition économique des remboursements entre les différents acteurs. On va discuter aussi de la nature des contrats, on va discuter des coûts de gestion, de l'assurance maladie comme des coûts de gestion des complémentaires. C'est un sujet qui est souvent mis à la charge des complémentaires en disant il y a des coûts de gestion bien plus importants que l'assurance maladie. Alors, il y a des méthodes de calcul qui ne sont pas les mêmes, c'est une vision souvent me semble-t-il, assez artificielle des choses, mais il faut que ce soit clair. Et puis derrière, on regardera comment évoluent les cotisations. Parce que si on baisse le reste à charge pour augmenter les cotisations, la cotisation, c'est au fond une autre façon de payer un reste à charge. Donc il faudra que ce soit clair, et il faudra que les contrats de protection qui sont proposés aux Français, notamment les contrats qui sont à 100%, entre l'assurance maladie et la complémentaire, que ce contrat à 100%, ce soit un contrat clair qui définisse la nature des prestations qu'il y a en face. Et ça doit être discuté, négocier avec les professionnels de santé, avec les audioprothésistes, avec les dentistes en ce qui concerne les prothèses dentaires et avec les opticiens en ce qui concerne les lunettes. On a entendu, avant que vous n'interveniez, à la fois le représentant du candidat de En Marche, à savoir Emmanuel Macron, et le représentant de Marine Le Pen. On voit bien, par exemple, dans le programme de Marine Le Pen, une tendance à regagner du terrain qui peut apparaître perdu justement sur cette question de la place de l'État, de la volonté que l'État reprenne la place qu'il a perdue depuis, mettons, 1945. Enfin, c'est plus ou moins ce qui est dans la tête de celui qui est venu l'autre jour, tout à l'heure, mais aussi chez Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas envoyé de représentant. Le représentant n'est pas venu à cette rencontre d'aujourd'hui, avec cette étatisation de la médecine. Il y a donc ce rêve de 45 qui est toujours un horizon, enfin c'est un horizon qui est derrière nous, mais qui pour certains est un horizon devant nous. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric ? Le rêve de 45, c'était pas d'avoir une assurance maladie ou des retraites en déficit total payées par les générations qui viennent. Le rêve de 45, c'était que chaque Français, quel que soit son revenu, il accède aux meilleurs soins et qu'il soit protégé dans ses retraites. Vous savez bien que c'est présent oui, mais dans la tête. C'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est d'avoir un système durable de protection sociale, financé, qui puisse absorber les dépenses pour l'avenir, sinon ça ne sert à rien. La médecine de demain, elle sera très différente de la médecine d'aujourd'hui. Les pathologies, plutôt les prescriptions seront différentes, les équipements seront différents, le rôle de l'hôpital sera différent. Donc tout ça doit être construit, mais tout ça doit être financé. Moi, je ne suis pas favorable à l'étatisation. Il y a un système aujourd'hui avec un État, avec une sécurité sociale, avec des organismes complémentaires, des professionnels de santé, des patients qui s'organisent et qu'il faut aider à s'organiser. Tout ça nécessite des parcours de soins, un parcours de prévention, un dialogue entre les différents acteurs de santé et une économie derrière qui produit des produits de santé ou des médicaments et qui puisse tourner. Le problème du Front National, c'est 140 milliards de dépenses supplémentaires. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où vous étatisez tout, vous avez une dépense qui juste devient absolument, c'est la Grèce multipliée par 10. Je ne souhaite pas ça du tout pour notre pays. Merci beaucoup, Éric Woerth.